Dans cette entrevue, Bernard de Montréal et Daniel Ménard discutent de l'évolution de la conscience critique. Ils soulignent que la conscience critique est basée sur la faculté intelligente supérieure de l'homme, qui permet d'atteindre un haut niveau d'objectivité en évaluant les événements et les connaissances. Elle implique une relation étroite entre l'homme et sa source, afin d'avoir une intelligence vaste pour comprendre les phénomènes. La conscience critique est inévitable chez l'homme et se développe davantage à mesure qu'il devient conscient. Cependant, la personnalité, les émotions et l'incapacité de traiter les phénomènes universellement peuvent entraver ce développement. Un individu doté d'une conscience critique ne fait plus partie de l'involution de l'humanité, il est individualisé et capable de transiger avec l'évolution du phénomène. Par exemple, il est en mesure d'évaluer les connaissances occultes de manière objective et de les restructurer pour le bien-être de l'humanité. En résumé, la conscience critique permet à l'homme d'évaluer objectivement et de donner une nouvelle vie aux formes existantes. La conscience critique n'est pas intéressée par la connaissance telle que perçue par l'humanité, mais elle a accès à un vaste savoir qu'elle canalise en se mettant en vibration. Elle peut éclairer la connaissance existante et permettre à l'homme de passer de la connaissance au savoir. Cela demande une grande gestion de l'énergie mentale et une habileté à se connecter à la source universelle. Une personne avec une conscience critique doit être diplomate et respecter ce que les autres sont capables de comprendre. Cela permettra finalement à l'humanité de passer de l'involution à l'évolution et de mieux se comprendre. L'ego ne peut pas interférer avec le savoir, qui n'est pas astralisable. Une personne avec une conscience critique peut facilement comprendre et explorer le vaste univers mental avec une autre personne ayant également une conscience critique. Pour éviter les conflits, il faut qu'il y ait un esprit ouvert et peu d'ego pour accueillir la conscience critique sans résistance. La conscience critique est une force qui permet à l'énergie de passer et de créer un choc dans l'esprit rationnel et têtu qui bloque cette lumière. Cependant, si l'homme a un esprit ouvert et de l'esprit, la conscience critique peut être patiente et travailler à passer à travers les obstacles. Elle est capable de le faire car elle est précise et objective. D'ego. La conscience critique, contrairement à la conscience critiqueuse, n'appartient pas à l'homme et n'est pas liée à son insécurité. Elle peut évaluer les connaissances sanctionnées par l'histoire et les remettre en question, car elle est initiée et ne recule devant rien. Au fur et à mesure que l'homme gère mieux son énergie émotionnelle et mentale, il garde sa conscience critique pour lui-même et l'utilise pour étudier le savoir avec des esprits égaux. Cependant, il ne perd plus son temps avec ceux qui sont encore prisonniers de la conscience critiqueuse, subjective, émotionnelle et basée sur l'insécurité de l'ego. Pour savoir s'il a acquis une conscience critique, l'individu doit être capable de supporter l'absence de doute. Il peut ressentir un petit doute lorsqu'il se confronte à des connaissances occultes inexplorées par l'humanité, mais cela fait partie de son évolution. Cela peut durer des années et peut créer une souffrance psychique liée à la transmutation de ses corps. En résumé, la conscience critique est une force qui permet de remettre en question les connaissances établies, mais nécessite du temps et de l'évolution pour être développée. Elle est distinguée de la conscience critiqueuse, liée à l'ego et à l'insécurité. La conscience critique est la capacité à remettre en question les connaissances établies et à les transcender pour accéder à une nouvelle compréhension. Elle permet de franchir les limites des croyances et des systèmes établis. Les religions, sectes, les maîtres et les sciences occultes sont nécessaires pour l'instant, mais un jour, un homme parfaitement individualisé n'aura plus besoin de ces structures. La conscience critique crée une nouvelle mémoire en détruisant les formes établies et en créant de nouvelles. L'instructeur est un déclencheur, mais l'homme doit un jour être capable de se séparer de lui pour accéder à sa propre individualité et créer de nouvelles connaissances qui seront déastralisées. Chaque individu doit vibrer sa propre conscience pour devenir créatif et contribuer de manière unique à l'évolution de l'humanité. Il est essentiel de se libérer des personnes qui ont eu une fonction d'ouverture dans le temps, pour éviter de retomber dans l'involution. Le but ultime est de devenir un faisceau de lumière individuel et autonome sur Terre. La crédibilité d'un individu qui a reçu une forme d'instruction repose sur sa capacité à respecter les principes enseignés. Parmi ces principes, il est crucial de respecter tous les êtres humains. En l'absence de ce respect, la conscience critique pourrait se transformer en outil de domination, ce qui serait dangereux pour l'individu lui-même et pour les autres. Pour développer une véritable conscience critique, il est donc essentiel de respecter pleinement autrui, sans condition. La souffrance est un indicateur important du manque de respect. Lorsque nos actions causent de la souffrance à autrui, cela démontre un manque de respect. Il est important de
Reconnaître que même si quelqu'un prétend être victime de notre comportement, il y a souvent une souffrance générée quelque part. Ce subtil équilibre doit être pris en compte pour développer une conscience critique et un respect authentique envers les autres. Dans cette critique, l'auteur souligne que lorsque les êtres humains font souffrir les autres, il y a un manque de respect. Il explique que les êtres humains ont tendance à vivre selon les lois de compensation, ce qui les empêche d'interpréter objectivement la souffrance d'autrui. Cependant, il soutient que lorsque l'on a une conscience critique, il y a des lois absolues qui font partie de la conscience universelle. Ainsi, lorsque l'homme fait souffrir l'homme, il y a un manque de respect. Il donne l'exemple d'un couple se disputant pour un plat brûlé, montrant ainsi comment les êtres humains font souffrir les uns les autres même pour des choses insignifiantes. Selon lui, il est essentiel de prendre conscience de cette tendance à faire souffrir les autres pour pouvoir établir des relations harmonieuses. Il soutient également que lorsqu'on est en contact avec sa source, notre capacité à exercer un contrôle sur les situations est proportionnelle à notre capacité à ne pas faire souffrir les autres. Dans ce discours, l'auteur affirme que l'homme doit considérer la source spirituelle comme une source de manipulation de ses énergies. Il soutient que lorsque l'homme aura une conscience avancée de l'invisible, il comprendra que sa relation avec les supérieurs est une gestion de son énergie. Il mentionne la nécessité pour l'homme de maîtriser la décharge d'énergie provenant de ses plans supérieurs, en apprenant un principe qui dépasse le principe de l'amour du Christ. Il affirme que si l'homme ne respecte pas l'homme lui-même plus que les forces invisibles, il sera manipulé par celles-ci et ne pourra pas intégrer complètement leurs énergies. L'auteur remet en question l'idée que l'homme doit aimer l'invisible, soutenant que l'amour dont parle le Christ est une alliance entre les hommes et non une alliance avec l'invisible. Il affirme que les hommes doivent comprendre que l'amour a une origine cosmique mais une finalité planétaire. L'auteur préfère utiliser le terme respect plutôt que amour, considérant que ce dernier fait partie du vocabulaire de l'involution. Il explique que le principe de l'amour chiffré à 777 devient 666 à l'envers sur Terre en relation avec les forces arimaniennes. L'auteur souligne les guerres et les conflits causés par la notion de Dieu et les religions, en lien avec cette interprétation de l'amour. L'amour a toujours fait partie de la programmation de l'âme humaine, mais il n'a pas été compris et a été bafoué à travers les siècles. Les divisions entre les peuples et les religions ont permis aux forces astrales d'exercer un grand pouvoir sur Terre. Pourtant, l'homme devra un jour corriger cette situation en arrêtant d'aimer ses forces. Telle l'involution, les hommes qui se sont intéressés aux sciences occultes ont souvent aimé ces forces au détriment du respect de l'homme, ce qui a conduit à des abus de pouvoir. L'homme n'a jamais atteint un niveau de conscience suffisamment développé pour comprendre que l'amour ne peut s'appliquer que sur une planète en horizontale et que les forces occultes doivent servir l'homme, mais on ne peut pas les aimer. Les vertus ont affaibli l'homme en lui faisant perdre sa force face aux forces astrales. L'homme doit créer une fondation solide sur le plan matériel tout en intégrant les forces occultes pour pouvoir les commander et apporter la lumière dans le monde. Cela permettra d'atteindre une résonance vibratoire suffisamment avancée pour guérir et transformer le monde. Malgré les lois prescrites dans le monde, certains principes fondamentaux ne peuvent être négligés et l'homme conscient réalisera l'importance du respect envers lui-même. Un jour, l'homme conscient montrera sa puissance face au manque de respect. Le respect ne sera pas négocié dans l'évolution et se manifestera dans les relations interpersonnelles. Sans respect, il n'y aura pas de croissance de la conscience. Il est fondamental que l'humanité applique les lois de l'amour et du respect dans ses relations humaines. L'homme conscient doit apprendre à respecter l'individu et à gérer son énergie pour éviter les conflits. Ce travail de respect est essentiel et permettra à l'homme d'acquérir une conscience cosmique et universelle. Il est important de ne pas perdre son temps à se préoccuper de l'involution ou des autres systèmes, mais plutôt à se concentrer sur notre propre expérience quotidienne et à respecter les êtres qui nous entourent. Même si on ne voit pas les forces, le respect envers l'homme est un défi et permet de distinguer les vibrations difficiles qui sont les forces à surmonter. Il ne faut pas haïr l'individu, mais plutôt les forces qui les influencent négativement. Dans cette conversation, Bernard de Montréal et Dominique Michel discutent de la gestion des émotions et des vibrations négatives dans des situations conflictuelles. Bernard explique qu'il faut contrôler la vibration de la haine et ne pas manquer de respect envers les autres. Il partage une anecdote sur la façon dont il réagirait si quelqu'un le frapperait dans la rue, soulignant qu'il donnerait une leçon à la personne mais qu'il lui offrirait également une récompense pour l'aider à évoluer. Ils discutent également de la conscience critique et de la fatigue de vivre certaines situations
Bernard affirme qu'il ne est que ce qui passe par lui-même et non ce qui se passe chez les autres. Il souligne l'importance d'être conscient de ses propres mouvements intérieurs et de ne pas haïr ce qui se passe avec l'autre personne. Selon lui, une personne qui gère ses propres émotions aura automatiquement du respect envers les autres. La discussion se poursuit sur la nécessité d'être lucide et de contrôler ses propres énergies. Bernard affirme que l'homme est un paratonnerre et que tout est interconnecté. La pensée vient des autres, donc il faut comprendre pourquoi on est choqué par certaines situations. En résumé, la conversation porte sur l'importance de contrôler ses émotions, de ne pas haïr ce qui passe par les autres et de prendre conscience de ses propres réactions émotionnelles dans les situations conflictuelles. Il s'agit également de comprendre l'influence des autres sur nos pensées et nos émotions. La discussion entre DM et BDM porte sur la colère et le respect dans les interactions humaines. BDM affirme que la colère est une énergie forte qui permet de mettre de l'ordre, mais souligne l'importance du respect pour ne pas faire souffrir les autres. Pour lui, la colère doit être exprimée puis balancée afin d'éviter de blesser les autres. DM et BDM s'accordent sur le fait que la colère peut faire souffrir sur le moment, mais que le fait de la balancer permet de trouver un équilibre. Il souligne également l'importance de la conscience de soi pour gérer la colère et garantir le respect dans les interactions. Dans cette conversation, Bernard de Montréal et DM discutent de la conscience critique et de la relation avec les autres. Il souligne l'importance de prendre conscience de notre propre relation avec la source et de ne pas projeter notre colère sur les autres. La conscience critique permet de faire des études objectives et d'évoluer mentalement et émotionnellement. Il note que lorsqu'on parle à quelqu'un, on devient un canal pour lui et si on est un bon canal, on devient une autorité pour cette personne. L'autre qui nous écoute est en accord avec notre source. Une personne qui a du mal à écouter n'est pas consciente de sa propre source dans la relation. Une personne avec une conscience critique peut connaître la source de l'autre et parler directement à sa source, sans s'adresser à son aspect égoïque, à condition d'avoir une conscience appointée, c'est-à-dire une conscience en fusion qui permet d'accéder à l'univers occulte et de maîtriser la lumière astrale de l'entité.